François Delapierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire national du parti de gauche. Sur l'écologie, ça vous satisfait ce discours général de politique générale de François Hollande ? C'était pas très général. Il y a des choses dans le détail qui sont positives. Sur les gaz de schiste, par exemple, on s'est beaucoup mobilisé. Et puis la réaction de Madame Parisot, ça fait quand même plaisir de voir qu'au moins un dossier sur lequel le MEDEF n'a pas obtenu satisfaction. Mais pour être un discours général, il y manque quand même des réponses sur d'abord le financement. Quelles sont les ressources nouvelles, et ça, la difficulté de François Hollande, c'est que c'est contradictoire avec les politiques d'austérité, et aussi sur, je dirais, la gouvernance, comment on gère la transition énergétique. Par exemple, il n'y a pas un mot sur la gestion publique, qui est une grande bataille, sur l'énergie, sur l'eau. Est-ce qu'on reste dans l'idée qu'il y a des grands groupes privés qui vont être, dont il a parlé, dont il a estimé que c'était un atout, qui vont quand même décider en fonction des intérêts des actionnaires de la politique dans des questions aussi décisives pour l'avenir. Bon, toutes ces choses-là n'ont pas été abordées par le président de la République, et elles sont décisives pour l'avenir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous évidemment pour la suite de cette édition. À noter le magazine ce soir, après le journal de 18h, Gaz de schiste, Trésor empoisonné, magazine de Véronique Reberotte, donc réalisé par Annie Brault. C'est le troisième pays après l'Allemagne et la Suisse à faire part de son intention de stopper progressivement ses réacteurs nucléaires depuis l'accident de Fukushima. C'est le gouvernement japonais qui annonce ce matin l'arrêt progressif sur 30 ans de la production nucléaire du pays. L'Élysée a confirmé donc hier soir le renoncement de François Hollande à son engagement de ne pas commander d'enquête d'opinion en raison de la chute de popularité du chef de l'État. Eh bien, la présidence de la République va donc signer quand même une convention avec le service d'information du gouvernement pour commanditer par son intermédiaire des études sur l'image, sur l'action du chef de l'État. Manifestement, donc, Stéphane Robert, la politique de communication qui consistait précisément à ne pas en avoir a montré ses limites. Oui, c'est un peu ça. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Fidèle à sa ligne anti-Sarkozy, l'Élysée ne commandera plus de sondage. C'était le 15 avril dernier, 3 semaines avant d'être élu. Une manière de couper, de rompre avec la frénésie narcissique de l'ancien président qui faisait faire des enquêtes à tout va sur son action, sur son image. Ce qui avait d'ailleurs donné lieu à polémique lorsqu'on avait découvert qu'en 2007, l'Élysée et donc indirectement Nicolas Sarkozy avait passé un contrat d'1 500 000 € en catimini sans appel d'offres avec le cabinet Publifact de Patrick Buisson pour réaliser ses sondages. François Hollande voulait donc faire table rase de tout ça, apparaître en quelque sorte comme un homme politique sincère, qui n'a pas besoin de savoir ce qu'on pense de lui, estimant sans doute que sa sincérité, son attitude de chevalier blanc suffirait à remporter l'adhésion des Français. Seulement voilà, depuis qu'il est élu, les choses se sont accélérées, la crise, les contraintes budgétaires, les arbitrages difficiles et en conséquence, une baisse continue depuis quelques semaines de sa popularité dans l'opinion des Français. Il voit bien que l'image qu'il a essayé de donner au départ de probité, de normalité, avec ses voyages en train, la réduction de son salaire de 30%, cette image donc de président au service des Français ne passe pas. Il est donc en quelque sorte rattrapé par la réalité. D'où cette volte-face, ce virage à 180 degrés. Il y aura bien des sondages réalisés sur son action et sur son image, avec parcimonie, précise-t-on à l'Élysée, avec aussi cette nuance qu'ils ne seront pas financés par la présidence, mais par Matignon. On ne voit pas bien ce que ça change. Il en est là, donc, François Hollande. On a l'impression qu'il va de renoncement en renoncement. D'ailleurs, nos confrères du journal Le Parisien, ce matin, dressent un état des lieux de ses promesses de campagne sur lesquelles il fait une croix. Ne pas recevoir de députés à l'Élysée, il en reçoit. Ne pas s'immiscer dans les affaires du PS, il a participé au choix du nouveau premier secrétaire. Ne pas être, souvenez-vous, le président de tout. On voit bien qu'il est de plus en plus sur tous les fronts. Et on voit ressurgir derrière lui l'image qu'il ne voulait pas donner comme un spectre, celle de son prédécesseur qu'il vouait aux gémonies, Nicolas Sarkozy. Commentaire de Stéphane Robert. Merci. François Delapierre, un petit mot là-dessus peut-être. Alors est-ce que ce retour au sondage, c'est pour vous comme une sorte d'échec parce que moi je considère les sondages comme une maladie française, on en consomme énormément. Manifestement, on ne peut pas s'en passer. Il y a une boulimie, on ne peut pas s'en passer, et ça traduit qu'entre le président de la République et le peuple, dans notre 5e République, il n'y a rien d'autre que des gens qui font profession. C'est peut-être une question d'époque aussi. D'être des passeurs. Le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Oui, mais en réalité, c'est un recul démocratique parce que ça transforme les citoyens en sondés. Donc des gens à qui on demande un avis plus ou moins formé, qui n'est pas issu d'un débat, d'une discussion, puis ensuite on en fait ce qu'on veut. D'ailleurs, ils ne sont pas publiés, ces sondages. Ils visent à aider le président de la République à construire une stratégie. Nous, on est prêt à lui donner beaucoup d'autres conseils gratuits et je pense plus efficaces parce que s'il veut remonter dans les enquêtes d'opinion, il faut déjà qu'il fasse une politique qui satisfasse les intérêts de la majorité de la population. C'est pas un problème de communication, je pense. S'il augmente le SMIC déjà, mais le problème de François Hollande, il cherche à faire plaisir à tout le monde, aux patrons et aux syndicats, et à la fin, il fait plaisir à personne. Et je pense que ça explique la rapidité de son décrochage. Il est 12h39. C'est la dette publique de l'Espagne qui atteint fin juin un nouveau record historique avec près de 76% du PIB. Elle a augmenté donc de 9,2 points en un an. Elle dépasse largement maintenant la limite fixée par le pacte de stabilité de l'Union et elle devrait encore grimper cette année, si bien que le pays est toujours sous pression des marchés, pression aussi de ses partenaires européens pour demander
officiellement un sauvetage financier plus large et il semble bien, Arnaud Racapé, qu'on en prenne quand même le chemin. En effet, l'Espagne ne ferme plus la porte à un plan de sauvetage, mais elle hésite toujours à en faire la demande, malgré les pressions venues de toutes parts. Je ne sais pas s'il est nécessaire que l'Espagne le demande, a déclaré encore mercredi le Premier ministre Mariano Rajoy. D'ailleurs, le programme de réforme et de réduction du déficit est en bonne voie, complète ce matin son ministre des Finances, Luis de Guindos. Pour le gouvernement espagnol, deux contextes se font face. D'une part, la péninsule connaît une grave crise économique, ses banques ont besoin d'être recapitalisées. Chômage et récession sont durablement installés et plusieurs communautés autonomes, parmi lesquelles la Catalogne, se tournent désormais vers Madrid pour les aider à renflouer leurs caisses. Mais en parallèle, la zone euro franchit des étapes positives. La BCE va racheter les obligations d'État en difficulté, dont l'Espagne. La Cour constitutionnelle allemande valide le traité européen, tandis que l'union bancaire, préalable à la recapitalisation directe des banques espagnoles, semble désormais sur de bons rails. Autant de bonnes nouvelles saluées par le gouvernement Rajoy. Les taux d'emprunt à 10 ans se sont détendus, 5,5% hier alors qu'ils approchaient 8% au début de l'été. Et puis rappelons que l'eurozone a promis 100 milliards d'euros pour les banques ibériques. Mais le calendrier pourrait accélérer les choses. Dans 2 semaines, Mariano Rajoy devrait présenter un budget 2013 très austère, ainsi qu'une estimation très attendue des besoins de refinancement de ces banques. Pour de nombreux observateurs, donc, ce n'est qu'une question de temps avant que l'Espagne ne sollicite l'aide du MES, le mécanisme européen de sécurité, peut-être début octobre, juste avant la prochaine réunion de l'Eurogroupe. En attendant, les partenaires de l'Espagne commencent à perdre patience. Les ministres des Finances du G20 réunis aujourd'hui à Chypre lui demandent de clarifier rapidement sa position. Arnaud Racapé, merci beaucoup. François Delapierre, un tout petit mot peut-être là-dessus. Après, vous en parlerez plus longuement pour la séquence interview. Mais au moment où ça s'arrange pour l'Europe, on a eu Karlsruhe cette semaine, les élections aux Pays-Bas, l'intervention de Mario Draghi. Oui, ça, c'est est-ce que ça vaut, c'est vraiment le moment de mettre des bâtons dans les roues en demandant un référendum sur le traité budgétaire? Non, mais là, il y a quand même quelque chose que vous oubliez de dire. C'est pourquoi est-ce que Mariano Rajoy ne demande pas le sauvetage, l'aide, comme on dit. Il ne veut pas être sous condition. Parce qu'il ne veut pas obéir au traité budgétaire qu'il ratifie. C'est-à-dire qu'il a négocié et ratifié un traité qui contient des dispositions austéritaires, qui obligent les pays qui le ratifient pour il veut bien faire de l'austérité, mais pas sous l'ordre de Bruxelles. C'est ça, en fait. Mais il ne veut pas le faire du tout parce que ça tuerait ce qui reste encore d'économie espagnole. Écoutez, je lisais récemment, on annonce des chiffres de révision à la baisse de la croissance pour l'année prochaine. Toutes les banques et les instituts vont dans le même sens. Il y en a une qui vous dit, on pense que ce sera 0,7, mais si jamais François Hollande atteint son objectif des 3%, ce sera 0. Parce que ils constatent eux-mêmes, les banquiers, que les politiques d'austérité tuent la croissance. Et quand on tue la croissance, à ce moment-là, on peut pas rembourser. Et l'Espagne serait dans une situation plus grave. Donc on est dans un système complètement absurde. C'est ce dont témoigne cette attitude du gouvernement espagnol. C'est l'heure de la séquence interview, donc Stéphane Robert. Avec François Delapierre, bonjour, bonjour. national du Parti de gauche, l'un des composantes du Front de gauche. Vous êtes aussi l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Un mot pour commencer sur la conférence environnementale qui débute aujourd'hui. Vous avez beaucoup évolué sur cette question de l'environnement, de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec votre tradition ouvriériste, industrialiste, et cette position aujourd'hui que vous avez sur la transition énergétique? Pas du tout, parce que pendant longtemps on a opposé ces deux dimensions, et en réalité, quand on le prend au fond des choses, on s'aperçoit que, par exemple, le combat pour la réindustrialisation du pays, c'est une dimension aujourd'hui de la transition écologique. La contradiction qui existe, c'est entre le développement du capitalisme tel qu'il existe, c'est-à-dire un capitalisme d'accumulation, ça c'est dans ses gènes depuis l'origine, mais en plus financier, donc avec une domination du court terme, une totale incapacité à prendre en compte le long terme, parce que tout simplement ça n'est pas un déterminant de la réussite économique. C'est la contradiction entre ce capitalisme-là et l'environnement, et la défense de l'écosystème qui rend la vie humaine possible. Et donc autour de la question écologique, on trouve on renoue un vieux fil avec la critique du capitalisme qui fait référence à cette tradition, disons, marxiste du mouvement ouvrier dont vous parliez. Et les deux, je dirais, autour de cette idée finalement d'éco-socialisme, marchent du même pas. Alors vous saluiez tout à l'heure les prises de position de François Hollande sur le gaz de schiste, sur la fermeture de Fessenheim, qu'il annonce avant fin 2016. Vous dénonciez en même temps le fait qu'il n'annonce pas les moyens de comment on va faire. Est-ce que vous lui en demandez pas trop, en tout cas pas trop vite ?
Non, parce que pour nous, c'est une urgence. Bon, il y a une dégradation qui se fait à une vitesse tout à fait stupéfiante. Vous avez peut-être vu, par exemple, ce chiffre de la dette écologique. Depuis le 22 août dernier, nous consommons davantage de ressources que ce que la planète est capable de reproduire. Bon, donc il y a une accélération des rythmes. Parfois, on atteint des effets de seuil. L'accélération devient immaîtrisable. C'est ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment une urgence d'action. La difficulté, c'est que ça heurte. C'est pas un problème de bonne volonté. François Hollande est de bonne volonté, mais disons que peut-être que Jacques Chirac l'était aussi. C'est pas le premier discours sur la question environnementale, et en tout cas, beaucoup de ceux qui ont fait le sommet de Rio l'étaient. Mais tous ces efforts ont été vains, puisque ce qui a dominé ces dernières années, c'est la logique du libre-échange. Là, c'est la première fois qu'elle est un peu écornée par Hollande, qui dit qu'il ne faut pas parler de protectionnisme, mais qu'on peut parler de protection de la planète. Bon, si c'est qu'une question de mots, ça va. Cette logique du court terme et de la domination financière sur tous les domaines de la vie. C'est ce qu'on retrouve dans les traités de l'OMC, c'est ce qu'on retrouve dans les traités européens. Tout ça l'emporte sur les considérations environnementales. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon déclarait il y a quelques semaines, 100 jours pour rien. Au bout de 130 jours, on en est toujours là, selon vous ? Ah bah oui, nous on est très déçus. Je dirais que même sans être de ceux qui attendaient des étincelles, parce que sinon on n'aurait pas eu une candidature distincte à l'élection présidentielle. On a des désaccords avec François Hollande. Il y a eu une attitude dans ce début de mandat, notamment d'essayer de trouver l'acquiescement du patronat, enfin le défilé devant le MEDEF, la non-augmentation significative du SMIC, des choses qui sont des erreurs politiques. Parce que la vision de François Hollande, finalement, ne prend pas en compte la nécessité de créer un rapport de force pour faire évoluer le système et de changer les règles du jeu. Bon, il est dans l'idée qu'on peut trouver une solution gagnant-gagnant. Bon, c'est une vieille thèse, mais qui malheureusement se heurte à un mur et un échec. Il y a des intérêts divergents. On a gagné cette élection. Je dis on parce qu'on y a contribué, nous, le Front de Considérez que Gauche. vous en faites partie. Et il y en a qui en ont profité pendant 5 ans, si vous voulez, et le pays s'en est trouvé plus mal. Maintenant, il faut que ce soit d'autres qui soient mis, je dirais, dans les priorités politiques. Donc le travail, donc les salaires. Donc il y a des arbitrages qui doivent être faits, qui permettent de rendre ce changement réel. Et sur chacun de ces arbitrages, effectivement, François Hollande a refusé de les faire et nous a déçus. Et puis ce qui est la grande déception, c'est ce traité européen. Parce qu'il a lui-même l'honnêteté de dire que c'est dans le cadre de ce traité européen qu'il va gouverner pendant les années qui viennent. De toute façon, c'est pas, à la différence de beaucoup de ses autres propositions, comme la taxe à 75%, c'est pas un traité provisoire. C'est quelque chose qui a vocation à être définitif, et c'est un carcan qui pèserait sur l'activité du gouvernement d'une manière implacable et qui l'empêcherait vraiment de changer les choses. Pour autant, est-ce qu'il faut laisser filer les déficits ? Mais il y a des moments où il faut faire des déficits, à l'évidence. C'est ça que je vous dis là, c'est pas un point de vue marxiste révolutionnaire, c'est keynésien, ça a été la solution qui a été trouvée dans les années 30. La politique qui consiste à réduire la dépense publique partout au même moment dans tous les pays d'Europe, c'est une politique absurde où on coupe tous les moteurs de l'activité en même temps. Bon, à la limite, ça pourrait fonctionner dans un pays tout seul. Et à ce moment-là, il gagnerait de la compétitivité pour exporter sur des marchés qui, eux, seraient tirés par une forte croissance. Mais c'est pas le cas dans la vision qui est aujourd'hui celle du traité européen. Donc c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. François Delapierre, secrétaire national du Parti de gauche, merci.